Pour beaucoup de fans d'aujourd'hui, Wilt n'était qu'un géant qui jouait contre des joueurs amateurs dans les années 60. C'est la plus grande erreur de l'histoire du sport. Wilt Chamberlain mesurait 2,16 m pour 125 kg de muscles, mais le plus fou c'était son athlétisme. À l'université, il courait le 100 mètres en 11 secondes, battait des records au saut en hauteur et soulevait des charges plus lourdes que la plupart des bodybuilders. Il n'était pas juste grand, il était plus rapide, plus agile et plus puissant que n'importe quel joueur actuel. Arnold Schwarzenegger lui-même a déclaré que Wilt était l'un des hommes les plus forts qu'il ait jamais croisé de sa vie. Saison 1961-1962. Cette année-là, Wilt Chamberlain décide de tout simplement détruire la ligue. Sa moyenne finale, 50 points et 25 rebonds par match. Pour vous donner une idée du délire, aujourd'hui, quand un joueur marque 50 points, cela fait la une de tous les médias du monde pendant 3 jours. En 1962, Wilt a marqué 50 points ou plus à 45 reprises en une seule saison. Pour lui, c'était juste un mardi comme un autre. Mais regardons de plus près les cartons qu'il a posés avant même le match des 100 points. Quelques mois plus tôt, en décembre 1961, face aux Lakers de Los Angeles, le match part en triple prolongation. Wilt reste sur le terrain chaque seconde et détruit la défense des Lakers en plantant 78 points et en gobant 43 rebonds. À ce moment-là, il brise le record de points sur un match NBA qui appartenait à Elgin Baylor. Et la réaction de Wilt, il déclare après le match qu'il n'a même pas l'impression d'avoir fait un grand match parce qu'il a raté trop de lancers francs, l'homme qui n'avait aucune limite. Quelques semaines plus tard, il remet ça, 73 points contre les Packers de Chicago, puis 67 face aux Knicks. Wilt enchaînait les matchs à 60 points, comme si c'était facile. Sur les 80 matchs de la saison régulière, il n'est descendu qu'une seule fois sous la barre des 20 points. Une seule fois. Tout cela nous amène évidemment au sommet de cette folie. Le vendredi 2 mars 1962, le décor, une salle secondaire à Hershey en Pennsylvanie. Il n'y a que 4124 spectateurs dans les tribunes, pas de caméra de télévision, aucune équipe de tournage majeure. Face à lui, les Knicks de New York venus sans leur pivot titulaire malade. C'est le pire alignement de la planète possible pour New York. Dès le premier quart-temps, Wilt annonce la couleur avec 23 points. À la mi-temps, il est déjà à 41. Dans le vestiaire, ses coéquipiers comprennent qu'ils assistent à l'histoire. En deuxième mi-temps, la consigne est simple. Donner le ballon à Wilt, tous les systèmes sont oubliés. New York commence même à faire faute intentionnellement sur les autres joueurs pour empêcher Wilt d'avoir la balle, mais rien n'y fait. À quelques secondes de la fin, Wilt reçoit une passe, s'élève et inscrit son 100e point de la nuit. La foule envahit le terrain, le match est interrompu. Il ne nous reste aujourd'hui qu'un enregistrement radio légendaire de cette photo et cette photo mythique où il tient ce bout de papier blanc. Ce soir-là, Wilt a tenté 63 tirs et miracle absolu pour lui, qui était un très mauvais tireur de lancer franc, il en a rentré 28 sur 32. 100 points en un match. Un record tellement absurde, tellement irréel qu'il est devenu le symbole ultime de la domination de Wilt sur son époque. Une saison 1962 légendaire où un seul homme a réduit la ligue la plus puissante du monde à son propre terrain de jeu. En principe, quand un joueur est trop fort, les coachs adverses adaptent leur tactique. Mais quand un joueur est Wilt Chamberlain, c'est la NBA elle-même qui doit adapter ses lois. Wilt était tellement injouable, tellement au-dessus du lot que la Ligue a dû faire quelque chose d'unique dans l'histoire du sport. Modifier les règles du basket pour réduire l'impact d'un seul homme. La première grande mesure concerne la raquette. À l'époque, la zone restrictive sous le panier mesurait 4 mètres de large. Wilt s'y installait, demandait la balle et enfonçait tout le monde. Pour l'éloigner du cercle, la NBA a tout simplement élargi cette raquette à 5 mètres. C'est la naissance de la raquette moderne que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Sa domination athlétique a forcé la création de 2 autres règles anti-Wilt. La première, l'interdiction de faire des passes lobées directement au-dessus du panneau sous les remises en jeu. Ses coéquipiers se contentaient d'envoyer la balle très haut derrière la planche. Wilt sautait plus haut que l'arceau et dunkait avant même que la défense ne comprenne. C'était devenu une triche légale. Et la dernière règle, sans doute la plus folle de l'histoire de la Ligue, la NBA a dû interdire de dunker ses propres lancers francs. Oui, vous avez bien entendu, Wilt était un très mauvais tireur de lancers francs. Alors pour régler le problème, il a trouvé une technique imparable. Il se plaçait derrière la ligne, jetait le ballon vers le cercle, prenait 2 grands pas d'élan, sautait depuis la ligne et smashait le ballon directement dans le panier. La NBA a immédiatement interdit de franchir la ligne de lancer avant que le ballon ne touche le cercle. La Ligue a littéralement dû réécrire son règlement pour sauver le basket d'une destruction totale. Mais alors, une question brûle les lèvres de tous les fans. Si Wilt Chamberlain était un monstre physique si absolu, pourquoi n'a-t-il pas remporté 10 ou 15 bagues de champion ? La réponse tient en un nom, un némésis absolu, l'ombre noire de sa carrière, Bill Russell. C'est encore aujourd'hui la plus grande rivalité de l'histoire du sport américain. 2 philosophies, 2 personnalités que tout oppose. D'un côté,
Wilt, la force brute, la machine offensive ultime, le showman hollywoodien qui veut écraser son adversaire direct. De l'autre, Bill Russell, le génie défensif, le cerveau de Boston, un leader obsessionnel orienté vers un seul et unique but, faire gagner son équipe, peu importe ses statistiques personnelles. Pour comprendre l'ampleur du délire, il faut savoir que les deux hommes se sont affrontés 142 fois en carrière. C'était une guerre psychologique et physique totale. Sur le terrain, leurs duels sont apocalyptiques. Wilt prend des rebonds impossibles sur la tête de Russell. Russell utilise sa vitesse et son sens du timing unique pour contrer Wilt à des hauteurs irréelles. Individuellement, Wilt domine presque toujours les feuilles de stats. Il a même posé un match légendaire à 55 rebonds, en direct sur la tête de Russell. 55 rebonds. Un record toujours imbattable. Mais collectivement, l'histoire est radicalement différente. Russell est entouré par la machine des guerres des Celtics de Boston, coaché par le légendaire Red Auerbach. Année après année, en finale NBA ou en finale de conférence, Boston trouve le moyen de piéger Wilt. Les séries se terminent souvent dans les matchs 7 étouffants, décidés à 1 ou 2 points dans les dernières secondes. Et à la fin, c'est toujours Russell qui soulève le trophée, laissant Wilt le regard vide. Cette frustration répétée va coller une étiquette terrible à Wilt Chamberlain, celle d'un joueur individualiste, un loser magnifique, plus concentré sur ses propres records personnels que sur le succès de son équipe. La presse l'éreinte, l'accusant d'être trop égoïste pour faire gagner les siens. Ce que les gens oubliaient, c'est que Russell et Wilt étaient en réalité de très bons amis, en dehors des parquets, partageant souvent des repas ensemble, avant de s'entretuer sur le terrain le soir même. Mais la pression des critiques va finir par piquer Wilt au vif. Blessé dans son orgueil, il va décider de prouver au monde entier qu'il peut être le joueur ultime. Lors de la saison 1967-1968, Wilt change radicalement son approche. Il décide de s'effacer au scoring pour faire jouer ses coéquipiers. Résultat, il distribue le jeu comme un meneur de 2,16 m et termine meilleur passeur de toute la NBA avec 702 passes décisives. Un pivot meilleur passeur de la ligue du jamais vu dans l'histoire et un exploit qui ne s'est plus jamais reproduit depuis. Mais le véritable chef-d'œuvre de cette rivalité arrive en 67. Sous le maillot des Sixers de Philadelphie, Wilt est enfin entouré d'une équipe d'élite. En finale de conférence, il brise enfin la malédiction. Il détruit les Celtics de Russell 4 victoires à 1, mettant fin à une série de 8 titres consécutifs de Boston. Philadelphie file vers le titre. Wilt décroche sa première bague, prouvant qu'en se sacrifiant pour le collectif, il était définitivement intouchable. La fin de leur histoire sera tout aussi dramatique. En 1969, pour la dernière saison de Russell, les deux monstres se retrouvent pour un ultime match 7 d'anthologie sous les yeux du public d'Hollywood. Wilt jouant désormais pour les Lakers, Russell l'emporte d'un cheveu avant de prendre sa retraite avec 11 bagues au doigt. Wilt, lui, jouera encore quelques années. Libéré par l'ombre de son rival, il guidera les Lakers à un titre historique en 1972, réalisant au passage une série record de 33 victoires consécutives en saison régulière. En fin de compte, si Bill Russell a gagné la bataille des bagues, Wilt Chamberlain a gagné celle de l'immortalité individuelle. Deux géants indissociables qui ont élevé le basket au rang d'art à travers la plus belle guerre que la NBA ait jamais connue. En 1968, c'est le coup de tonnerre. Wilt Chamberlain quitte la côte Est pour la Californie. Destination, les Lakers de Los Angeles. Pour la première fois de l'histoire, la NBA découvre le concept de super team. En associant Wilt au scoreur aérien Elgin Baylor et au meneur assassin Jerry West, les Lakers alignent 3 des meilleurs marqueurs de tous les temps. Le problème, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. La cohabitation est un enfer tactique. Le trio perd 2 finales consécutives en 69 et 70. Pire encore, miné par des genoux en miettes, Elgin Baylor est contraint de prendre sa retraite au tout début de la saison 1971-1972. Privés de leur ailier star, tout le monde pense que les Lakers sont finis. C'est exactement le moment choisi par Wilt pour réaliser le plus grand chef-d'œuvre de sa fin de carrière. À 35 ans, Wilt accepte enfin le sacrifice ultime. Il oublie définitivement ses statistiques offensives. Sous les ordres du nouveau coach Bill Sharman, il tombe à 14 points de moyenne, le plus bas de sa carrière, mais se transforme en un monstre défensif terrifiant. Captant près de 20 rebonds par match, libéré, l'équipe menée par Jerry West devient injouable. Les Lakers signent une série légendaire de 33 victoires consécutives, un record absolu tout sport américain confondu, qui tient encore aujourd'hui. En finale NBA face aux Knicks de New York, Wilt joue malgré une main cassée, comme 23 rebonds dans le match décisif et écrase la raquette. Los Angeles est champion, élu MVP des finales 72, le pivot le plus égoïste de l'histoire a prouvé qu'il savait aussi se sacrifier pour offrir la gloire à son équipe.
Wilt Chamberlain nous a quittés en 1999, mais son ombre plane toujours sur chaque parquet de la ligue. Plus qu'un simple joueur de basket, il a été le premier super athlète de l'histoire, un homme capable de forcer la plus grande ligue du monde à réécrire ses propres lois pour tenter en vain de la ralentir. Des parquets sombres de Philadelphie aux projecteurs dorés d'Hollywood, il reste le standard absolu de la domination brute. Alors, on se pose la question, si Wilt Chamberlain était drafté dans la NBA d'aujourd'hui, avec le spacing moderne, le tir à 3 points et la médecine actuelle, est-ce qu'il tournerait encore à 50 points par match? Ou est-ce qu'il serait stoppé par les pivots modernes? Si vous avez kiffé ce format documentaire, lâchez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.